Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau podcast du Dr. Kin. Donc, dernier podcast, je crois, pour 2021. Alors, aujourd'hui, j'aimerais aborder, on a parlé un peu par le passé de l'intensité, de son importance, entre autres en lien avec l'hypertrophie, aussi avec la capacité aérobie. Et là, j'aimerais ça aborder un peu une thématique ou un concept qui est les répétitions payantes et l'entraînement jusqu'à l'échec. Donc, de pousser en muscu jusqu'à la dernière répétition pour vraiment atteindre ce qu'on appelle le failure. Donc l'échec musculaire, et aussi par le fait même aborder le sujet que c'est les dernières répétitions qui sont les plus payantes. Donc c'est vraiment celles-là qu'il faut faire, puis les premières répétitions, dans le fond, ça ne sert pas à grand-chose. Alors, comme à l'habitude, écoutez, si vous appréciez le contenu, merci de le signifier. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas dans la section clavardage, là, donc, ou commentaires, de l'indiquer en cours de podcast. Ça va me faire plaisir d'essayer d'y répondre en cours de route. Donc, c'est pas grave si on déborde, si on s'en va à droite, à gauche. L'important, c'est qu'on parle d'entraînement et de nutrition. Alors, donc, ces fameuses répétitions-là, ces fameuses dernières reps-là, c'est l'entraînement à failure. Donc, ça a été, moi, les premières fois que j'ai entendu parler de l'entraînement à l'échec musculaire, si je me souviens bien, c'était dans les années 90 avec Mike Mentzer. Je ne sais pas s'il est décédé, Mike Mentzer, qui était un culturiste qui était réputé pour son intensité. Là, il y a des histoires, des légendes urbaines à son sujet, comme quoi il s'entraînait avec un morceau de bois entre les dents pour pouvoir forcer plus, etc., etc. Donc, ça fait quand même assez longtemps là, qu'on parle de l'échec musculaire, qu'on parle d'intensité. On le voyait là, avec parfois dans des scènes dans certains documentaires là, où est-ce que c'était un grand coup de claque d'en face quoi, pour se primer, donc vraiment aller chercher une drive, là, puis être capable de pousser, puis pousser jusqu'à la fin, puis lâcher, là, dépasser les capacités psychologiques d'un individu, puis vraiment casser, là, on s'assure que ce soit le muscle, le jambon là, qui nous lâche. Est-ce que ça vaut la peine de forcer tant que ça? Puis dans les dernières décennie, on a vu plusieurs publications qui ont commencé à s'attaquer à ça, de dire l'entraînement à l'échec musculaire, c'est peut-être pas si rentable que ça. Et il y avait de plus en plus de publications qui sortaient, puis qui allaient affirmer que justement, on n'a pas plus de résultats si on va à l'échec que si on n'y va pas. Et là, ça a vraiment créé un schisme, une division profonde dans le milieu de l'entraînement avec le classique deux pôles, donc deux opposés complètement, deux écoles de pensée. La première école qui dit qu'il faut absolument que tu ailles à l'échec musculaire, sinon ça ne sert à rien de t'entraîner, tu n'es pas un vrai de vrai. Puis l'autre qui va s'appuyer sur des études scientifiques récentes, puis qui va dire tu n'as pas besoin de pousser fort, tu vas avoir autant de résultats que si les yeux te descendent dans la bouche à la fin de ta série. Donc, c'est pas nécessaire d'aller jusque-là. Mais là, c'est toujours la question de qui a raison, qui a tort, avec pas de nuance du tout. Donc, on est soit dans un clan, soit dans l'autre, puis un clan essaie de convaincre l'autre. C'est le cas type là, qu'on va observer dans le sympathique milieu de l'entraînement. Puis c'est vrai que c'est tentant de tomber dans un camp ou dans l'autre, parce que quand on regarde les études, quand on écoute les gens de terrain, ça semble être très convaincant, très clair, hors de tout doute que il faut faire un ou il faut faire l'autre. Mais quand on va lire les études, puis c'est ça, moi dernièrement, là, il y a une publication qui est sortie, Effect of resistance training performed to failure or not to failure on muscle strength, hypertrophy and power output, a systematic review with meta-analysis, publication dans Journal of Strength and Conditioning Research, qui date de 2021, donc c'est tout récent. Journal of Strength and Conditioning Research, c'est une revue qui a tendance à être très appliquée. Moi, j'ai une publication là-dedans où est-ce qu'on avait déterminé combien de tests de force de 1RM ça prenait avant d'obtenir une valeur représentative de la force. C'est une revue qui est quand même assez sérieuse, qui a vraiment une vocation plus de terrain. Puis cette méta-analyse-là, cette revue systématique-là, ça tombe directement dans leur corps. Donc, grosso modo, si on fait juste lire le titre, puis on s'en va tout de suite à la conclusion, La conclusion des auteurs, c'est une étude brésilienne, la conclusion des auteurs, c'est « Resistance training not to failure may induce comparable or even greater improvement in maximal dynamic strength and power output ». Donc, en gros, ils disent
il n'y a pas de différence entre si tu t'entraînes à l'échec musculaire ou si tu ne t'entraînes pas. Donc, on prend cette conclusion-là. Le balado est terminé. Merci, bonsoir. On a tout compris, puis c'est clair. Bon, c'est pas tout à fait ça. Quand on va creuser, quand on va lire les différentes études qui ont compilé dans leur méta-analyse, je vous dis tout de suite, je ne les ai pas toutes lues, mais je me suis intéressé à certaines, c'est là qu'on commence à voir qu'il y a un petit peu plus de nuances. Il y a un petit peu plus de zones grises, de variables qui ne sont pas nécessairement inclus dans les analyses pour voir s'il y a une différence ou non et qui peuvent jouer en ligne de compte. Donc, le concept de Rep to Failure, qu'est-ce qu'on dit? C'est que si tu te donnes puis tu pushes jusqu'à temps que tu casses, tu vas avoir un plus grand recrutement musculaire. Ça veut dire que tu vas aller chercher plus de fibres. Si tu as plus de fibres, ben, tu vas avoir plus de gains, entre autres au niveau de la force. Potentiellement, ça va transférer en puissance. Puis si tu recrutes plus de fibres, ben, c'est pas nécessairement mauvais non plus pour l'hypertrophie musculaire. Donc ça, c'est le concept. Quand on regarde les différentes études qui vont comparer failure puis pas failure, ben on se rend compte que le recrutement neuromusculaire, ben, la dernière rep ou les dernières reps qu'on fait, la dernière répétition qu'on fait à l'échec, ben on se rend compte qu'il y a un moins grand recrutement musculaire. Puis là, il y a des gens qui sont surpris, ils disent ben, non, j'ai vraiment poussé, j'ai donné tout ce que j'avais sur ma dernière. Comment ça se fait que je suis allé chercher moins de fibres? Puis ça va un peu à l'encontre de ce que les partisans d'entraînement à l'échec vont avancer. Alors, comment ça se fait? Bien, quand on regarde ça, puis moi, le premier, ça m'a surpris au début, j'ai fait, ben voyons donc, comment ça se fait? Pourtant, je pousse. Mais quand on regarde les caractéristiques et les propriétés de cette dernière répétition-là, bien, souvent, l'amplitude est moins grande, la vélocité est différente. Donc, lorsqu'on va contracter, on va avoir tendance à générer peut-être moins de vitesse, puis quand on va revenir, le relâchement va tendance à aller plus vite. Le mouvement aussi, sur ces dernières répétitions-là, a tendance à être forcé, c'est-à-dire qu'on va changer la position, on va modifier la technique. Mais ça fait en sorte qu'on se ramasse à ne pas avoir exactement la même répétition que lors de notre première. Donc, on va déplacer la charge peut-être sur une moins grande distance, peut-être en changeant l'angle de travail qui va impliquer d'autres muscles, peut-être en changeant la vélocité. Donc, tout ça, ce sont des facteurs qui vont influencer le recrutement neuromusculaire. Donc, c'est pas fou d'observer que sur la dernière répétition ou l'avant-dernière répétition, lorsqu'on donne tout ce qu'on a, bien, au final, on recrute un total de fibres qui n'est pas nécessairement plus élevé parce que le mouvement, bien, il est moins bon. Il est forcé, il est incomplet, etc., etc. Alors, ça, c'est pas anormal. Donc, à ce moment-là, on se trouve à pas nécessairement avoir plus de fibres par répétition qui vont travailler, on va en avoir moins. Alors, l'idée de maximiser le nombre de fibres musculaires recrutées par répétition, bien, effectivement, ces dernières reps-là ne seront pas avantageuses comme telles parce que par répétition, on va avoir moins de fibres qui vont être recrutées. Alors, déjà là, on peut se dire, bien, peut-être pour des gains en force, c'est peut-être pas si intéressant que ça d'aller vraiment jusqu'à l'épuisement. Donc, ce qu'on va plus chercher, c'est de maximiser le recrutement de fibres musculaires par rep. Donc, ce n'est pas nécessairement intéressant ces dernières répétitions-là, surtout que si elles ont le malheur d'être collées avec un niveau de récupération entre nos séries qui n'est pas optimal, bien là, on risque d'accumuler de la fatigue. Donc, pour la force, ça risque d'être problématique. Donc, ça peut aller dans le même sens que la revue de littérature là, de Vieira et compagnie, qui disait que ben, on n'aura pas plus de gain de force si on va à l'échec musculaire ou si on n'y va pas. Premier point dans leur camp, c'est de dire ben, on n'aura peut-être pas plus de fibres qui vont être recrutées par répétition. Puis aussi, ben, ça peut limiter notre capacité à accumuler du volume. Ça se peut qu'on ne soit pas en mesure de faire plus de séries parce qu'on va accumuler trop de fatigue à cause de ces dernières répétitions-là. Puis jumelé avec un repos qui n'est pas optimal, donc qui va être trop court, mettons 60 secondes, 75 secondes, même 90 secondes. Et là, on va faire moins de séries que ce qu'on aurait pu faire si on avait poussé un petit peu moins et ou si on avait pris des repos un peu plus longs. Alors ça, je l'accorde. Pour les gains en force, bien, c'est pas fou de penser que si je me déchaîne puis je pousse au maximum, bien, ça se peut que je fasse moins de séries, ça se peut que mes répétitions soient de moins grande qualité, etc., etc. Ce qui va faire en sorte qu'au final, je ne gagnerai pas nécessairement plus de force pour les efforts que je fais. Ça fait du sens. L'autre chose, par contre, qu'il faut regarder là-dedans, c'est l'individu. Donc, qu'est-ce qui va se passer en fonction de la personne? Parce que dans la plupart des études, ce n'était pas nécessairement rapporté comment ils déterminaient l'intensité, comment ils déterminaient les RM.
Certaines études, c'était, il allait regarder une cessation volontaire de l'effort. Donc, on ne testait pas la force comme telle, on procédait par essai-erreur et on mettait une charge X, on faisait un nombre de répétitions, puis quand tu n'étais plus capable, tu arrêtais. Alors ça, c'est une cessation volontaire. Il y a d'autres études qui testaient la force, qui prédisaient la charge qui devrait être utilisée, par exemple, pour 10 RM. Puis là, on demandait aux gens de pousser au maximum et ça tournait proche du 10 RM. Donc, c'est deux approches qui sont différentes. Une qui est un petit peu plus mathématique, un peu plus calculée, qui donne un cadre de référence plus strict. C'est-à-dire, pour 10 reps, tu devrais prendre 120 kg, on va travailler avec 120 kg. L'autre, on estime la charge, on y va approximativement, puis on fait le plus de répétitions possible. Donc, qu'est-ce que ça fait, ça, ces distinctions-là? C'est que la cessation volontaire, lorsqu'on n'a pas d'objectif fixe, ben, il y a des traits de personnalité qui peuvent influencer la capacité à soutenir l'effort. Donc, il peut arriver qu'il y ait des gens puis moi, je suis numéro 1 là-dedans, moi, je vais casser bien avant que j'atteigne le muscle failure. Pourquoi? Parce que ça ne me tente pas. C'est fini l'époque où je poussais puis que je saignais du nez. Ça ne m'intéresse plus, j'ai plus de fun. Donc, ça se peut que moi, mon 10 RM, en réalité, ça soit 15 RM. Donc, je vais arrêter à 10, je vais dire que je suis plus capable. J'aurais pu en faire 15. Là, qu'est-ce que ça fait, ça? Bien, ça pourrait faire en sorte que je progresse moins parce que je vais constamment travailler avec des charges sous-maximales. Donc, pour réussir à avoir des gains en force importants, ça me prendrait probablement un volume d'entraînement plus élevé. Mais si je ne le fais pas, ce volume d'entraînement plus élevé-là, si je ne fais pas les séries de plus, puis moi, je fais juste pousser, puis je suis plus relax, bien, le fait de ne pas atteindre l'échec musculaire, dans mon cas, puis dans le cas des gens qui sont comme moi, bien, on va progresser moins vite au niveau de la force. Alors ça, c'est quelque chose qui est à considérer, qui n'est pas nécessairement considéré dans les études qui comparent l'entraînement à l'échec musculaire versus pas l'échec musculaire. Donc, c'est un détail important. Fait que quand on travaille avec des clients, et on travaille avec des athlètes, bien, il faut évaluer cette composante-là. Puis si on ne fait pas de test de force, si on ne prédit pas les charges, si on n'essaie pas de valider ces charges-là, si elles sont adéquates ou non, on peut arriver à travailler avec des gens qui sont sous max. Puis j'en avais parlé dans les podcasts précédents. Ce qui va arriver, c'est qu'on travaille sous max pendant des semaines, puis on s'étonne qu'on ne progresse pas beaucoup. Ou encore que la charge augmente à toutes les semaines. Mais ce n'est pas une vraie augmentation parce qu'on est en dessous de nos capacités. Donc, il n'y a pas réellement de gain de force, même si la charge augmente, parce qu'on est toujours en deçà de nos capacités. Donc, ça, c'est une première chose. Ensuite, de l'autre côté, si on a des gens qui sont vraiment crinqués, qui sont vraiment entre les deux oreilles solides, puis capables de générer un effort important, bien là, à ce moment-là, ça se peut qu'on pousse, puis que justement nos dernières répétitions soient vraiment branlantes, ça soit tout croche, l'amplitude est mauvaise, etc. Et ça va créer une fatigue additionnelle sans nécessairement avoir des bénéfices pour la progression. Alors, c'est vraiment de chercher à évaluer à qui on s'adresse plutôt que de tomber dans une généralité, de dire bien, d'aller à l'échec, ça ne vaut pas la peine, ou d'aller à l'échec, c'est définitivement nécessaire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va être important de voir ce qu'on appelle le breaking point. Il est déterminé par quoi? Pourquoi la personne va arrêter de faire des répétitions? Est-ce que c'est parce qu'elle est tout croche? Est-ce que c'est parce qu'elle arrête volontairement parce qu'elle est tannée? Est-ce que, etc., etc. Donc ça, je pense que c'est un déterminant qui est majeur dans la progression puis dans les effets que l'entraînement va avoir si on va à l'échec ou non lors de nos séries. Un autre élément qui est important de considérer, c'est le niveau initial de la personne. Si on a quelqu'un qui est déconditionné, donc ça peut être un athlète de haut niveau, qui a cessé l'entraînement depuis quelques semaines. Donc, il y a une diminution de sa condition physique. Si c'est quelqu'un qui ne s'est jamais entraîné, etc., etc., bien, à ce moment-là, la courbe de progression qu'on va observer, elle a un plateau. Donc, elle a une forme type. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas progresser plus vite que cette courbe-là, peu importe ce que l'on fait. Donc, c'est cette courbe-là qui est très difficile à déterminer correctement. Bien, on va chercher à savoir qu'est-ce qu'une progression à peu près normale. Et ce n'est pas en forçant plus que cette progression-là qu'on va aller plus vite. Il y avait eu une belle étude il y a plusieurs années, là, j'ai malheureusement plus la référence, où on avait pris des gens sédentaires, peu entraînés. On avait divisé le groupe en deux. Et ce qu'on avait fait, c'est qu'il y avait un groupe qui s'entraînait sur le même programme que des haltérophiles de niveau olympique. Puis il y avait un autre groupe qui s'entraînait sur un programme d'introduction à l'haltérophilie. Et on a regardé sur
je me souviens plus combien de semaines, là, entre 8 ou 16 semaines, là, pardon. C'était quoi la progression? Qui progressait le plus? Alors, ce qu'on a remarqué, c'est que la progression moyenne était la même dans les deux groupes, sauf qu'il y avait une incidence de blessure beaucoup plus élevée dans le groupe qui suivait le programme olympique. Donc, on n'avait pas eu de gain en charge maximale soulevée lors des principaux soulevés d'haltérophilie, que tu t'entraînes sur un programme d'expert ou que tu t'entraînes sur un programme de débutant quand tu commences. Alors, ça ne donnait rien de faire des choses plus complexes, de pousser plus. C'est exactement la même chose avec l'entraînement à l'échec. C'est-à-dire que si tu as quelqu'un qui commence, de pousser puis de vraiment tout donner sur les gains en force, ça ne te permettra pas de progresser plus. On va avoir la même courbe de progression. Et si on pousse vraiment, vraiment davantage, si on ouvre la machine beaucoup plus, ben ça va être à peu près la même courbe, mais on va se donner pas mal plus. Ça peut être positif, ça peut être négatif. Si je force beaucoup, beaucoup plus, ben, je peux développer une certaine capacité à tolérer l'effort, à pousser plus. Donc ça, si j'améliore cette qualité psychologique-là, c'est intéressant. Ça peut avoir l'effet contraire, ça peut décourager. Donc je force beaucoup, puis je ne progresse pas plus que ça. C'est bien trop difficile, donc ça ne vaut pas la peine de mettre autant d'efforts pour avoir ces gains-là. Alors, il faut faire attention, encore une fois, il y a une partie d'individualisation qui est importante à faire pour s'assurer que on colle le plus possible à la courbe de progression, puis on développe le plus possible les bonnes choses. Donc, si on vise de développer la résilience, la capacité à soutenir un effort, c'est une chose, mais si on vise juste des adaptations physiologiques, c'est peut-être pas utile de pousser jusqu'à l'échec parce qu'on n'aura pas plus de gains quand c'est quelqu'un qui va commencer ou qui est désentraîné. Alors ça, c'est un élément particulier qu'il va falloir considérer. Ensuite de ça, quand on a des athlètes de haut niveau, ou qu'on a des gens qui ont un excellent bagage en entraînement, qui ont des super belles capacités et qui sont entraînés, pousser à l'échec, à ce moment-là, c'est qu'il faut considérer c'est quoi le trade-off, c'est quoi qu'on va échanger contre ça, parce que ça va créer de la fatigue. Et cette fatigue-là, est-ce qu'elle est planifiée? Est-ce qu'elle est en accord avec ce qu'on fait comme entraînement? Si on souhaite faire un entraînement où on travaille dans un état de fatigue, forcer quelqu'un à pousser au maximum, ça peut être avantageux. Si par contre la fatigue est notre ennemi dans ce type d'entraînement-là, puis je pense aux entraînements en force, en puissance max, si on a trop de fatigue, on ne pourra pas générer autant de force. Donc on va travailler dans des conditions difficiles, pénibles, puis on n'aura pas nécessairement de gain en force plus important. Alors chez les gens très entraînés, la décision d'aller à l'échec musculaire ou non va être principalement déterminée par le niveau de fatigue qu'on va cumuler, puis au final, le volume d'entraînement qu'on veut arriver à soutenir. Parce que plus l'intensité va monter, plus je vais pousser jusqu'à l'échec musculaire, moins je vais être capable de soutenir une grande quantité de séries, à moins de prendre des repos excessivement longs. La plupart des gens vont avoir un horaire limité, donc ils vont avoir 1 heure, 1 heure et demie pour pouvoir s'entraîner. Donc si je vais à très haute intensité, il faut que je prenne des repos beaucoup plus longs si je vais être capable de soutenir un volume intéressant, mais là à ce moment-là, je n'aurai peut-être pas le temps dans ma séance d'entraînement de tout compléter. Donc, c'est vraiment plusieurs variables à chercher à combiner ensemble, à voir qu'est-ce qui est plus favorable pour l'individu, pour le client, pour l'athlète, qu'est-ce qui va permettre de la plus grande progression. Donc, c'est vraiment des éléments qui sont importants à bien cibler, puis on ne peut pas juste tomber dans le pattern de moi, je vais fouetter mes clients, je vais fouetter mes athlètes, puis plus ils poussent, mieux c'est, plus ils poussent, plus ça va, etc. Cette mentalité-là de ça passe ou ça casse, ça a été beaucoup utilisé dans la préparation de sportifs de haut niveau, où on avait des bassins de joueurs très, très importants. Donc, moi, j'ai en tête beaucoup là, dans les pays de l'Est en gymnastique, parce que, tu as 5000 gymnastes, tu vas les faire pousser comme jamais un programme qui n'est pas humain. Sur les 5000, et j'exagère, il y en a 5 qui survivent. Les 5 qui survivent, tu les prends et tu les amènes aux Olympiques. Mais tu sais, c'était peut-être pas la meilleure stratégie. Peut-être que dans les 4995 autres, il y en avait des meilleurs, mais qui n'étaient pas capables à ce moment-là de tolérer ce qu'on leur a demandé. Donc, de sortir le fouet, c'est pas nécessairement la bonne chose. Moi, je le vois chez les entraîneurs qui ont cette approche-là, qui vont vraiment fouetter leurs clients, puis ça passe, ça casse, là, ça crie, puis ça les pousse. Les clients qui réussissent,
ben, ils ont des super beaux résultats, ça va bien, mais il y en a beaucoup qui sont dangereusement éclopés psychologiquement, physiquement, et on les voit moins ça. Puis comme on voit ceux qui réussissent très bien, on se dit, ben, cette méthode-là, elle fonctionne parce que regarde, ces 2, 3, 4, 5-là, ils réussissent. Si ça ne marche pas pour moi, c'est pas la méthode, c'est moi qui ai le problème. Alors ça devient doublement problématique parce qu'on se trouve à culpabiliser la personne sans nécessairement que ça soit justifié. Puis moi, j'ai toujours dit, le meilleur entraîneur, c'est pas celui qui a entraîné Mario Lemieux, Sidney Crosby, puis qui les a fait dans la Ligue nationale. C'est ceux qui vont entraîner un gars comme moi, puis qui vont faire en sorte que ben, je vais devenir le meilleur pointeur de la NBA, je vais devenir le meilleur carrière de la NFL, je vais devenir le meilleur gardien de but de la Ligue nationale. S'il y a un entraîneur qui réussit à faire ça avec moi, c'est tout un entraîneur. C'est incroyable. Parce qu'il a été capable de faire un développement épouvantable. Et non pas l'inverse, de prendre quelqu'un qui est déjà super bon, qui a déjà un super bon potentiel, puis de juste refléter ce potentiel-là. Alors, ça reflète bien, si on veut, la mentalité de s'entraîner à l'échec ou non. Donc, c'est pas parce qu'on va à l'échec qu'on va progresser plus. Ça peut être bénéfique des fois d'aller à l'échec pour certaines personnes, pour développer. Donc, il y a vraiment un contexte à situer là, comme tel. Chose certaine, c'est que ça n'a pas raison d'être polarisé. Ça n'a pas raison que ce soit tout un ou tout l'autre. T'sais, on peut faire certaines séances on va pousser à l'échec. On peut faire une séance semaine où est-ce qu'on pousse à l'échec, puis 2 séances d'entraînement où on ne va pas nécessairement à l'échec. Il n'y a pas de règlement contre ça. Donc ça, c'est des choses qui sont vraiment à concevoir, puis moi je pense à incorporer là, vraiment dans son approche, soit dans ses entraînements, soit dans les entraînements qu'on va donner. Ensuite, l'autre point que je voulais aborder, c'est le classique, ce sont les dernières répétitions qui comptent. Les premières, elles ne comptent pas. Ben, si je reviens avec mon exemple du recrutement des fibres, ben, les dernières répétitions, c'est dans les moins payantes, parce que c'est celles qui vont recruter le moins de fibres, c'est celles qui sont de moins bonne qualité en termes d'amplitude de mouvement, en termes de charge, etc. Alors, c'est moins intéressant. Donc, puis on ne peut pas couper ça de dire, ben, il y a les séries avant les dernières, puis il y a les dernières. Les dernières, pourquoi sont les dernières? Ben, c'est parce qu'il y a eu les premières avant. Donc, c'est le cumul, c'est cette séquence-là. Tu sais, je ne peux pas sauter les étapes et dire, je vais juste faire mes dernières, puis ça va être correct. Tu sais, c'est indissociable. Fait qu'on ne peut pas dire, néglige tes premières répétitions, ne sont pas importantes, puis focus sur tes dernières, sont plus importantes. C'est un tout, c'est indissociable. Donc, c'est une progression, c'est un cheminement, c'est un continuum. Donc, tes premières répétitions servent à alimenter les dernières. Et c'est probablement, si on voulait cibler quelles sont les répétitions les plus payantes, là, si on voulait absolument le faire, ça serait probablement celle du milieu. Celle du milieu, c'est celle qui commence à avoir le meilleur compromis entre la fatigue puis l'effort. Et c'est probablement celle où, entre autres pour la force, on va avoir la plus grande quantité de fibres musculaires recrutées, la plus grande amplitude, etc., etc. Donc, j'aurais tendance à dire que si on a à déterminer quelles sont les répétitions les plus payantes, c'est probablement celle du milieu jusqu'aux 3/4 à peu près qui vont être les plus payantes. Donc, les premières, peut-être moins intéressantes. Les dernières, définitivement, possiblement moins intéressantes parce que on fait un mouvement de moins bonne qualité, on réduit l'amplitude, etc. Et si on est en mesure de faire exactement le même mouvement que nos premières répétitions, exactement la même amplitude, ben à ce moment-là, c'est probablement qu'on n'a pas forcé jusqu'à l'échec musculaire. Donc, on est peut-être encore très, très sous-max. Puis là, ça serait intéressant de chercher à évaluer, c'est est-ce que je m'entraîne avec la bonne charge? Parce que tout ça, c'est bien évidemment conditionnel à est-ce qu'on s'entraîne avec la bonne charge. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions sur est-ce qu'on doit s'entraîner à l'échec musculaire ou non, est-ce que c'est plus payant ou non. Gênez-vous pas, allez-y si vous avez des questions. Ça me fait plaisir de tenter d'y répondre. Je vais être encore là pour quelques instants. Donc, si je résume le tout, eh bien, s'entraîner à l'échec ou non, c'est quelque chose qui est, je pense, ça peut être intéressant, ça peut être quelque chose à utiliser de temps en temps. Il faut juste cibler qu'est-ce qu'on veut travailler, qu'est-ce qu'on veut améliorer. Si je vais tout le temps à l'échec, puis je dis je vais augmenter ma force, puis c'est la seule façon de faire, je risque de passer à côté de quelque chose parce que la littérature est quand même assez claire sur le sujet. Ça ne semble pas être un must pour augmenter sa force d'aller à l'échec musculaire. Donc, ce qui semble être plus important, c'est la quantité de poids total qu'on va lever dans une séance. Alors, le volume va être quelque chose d'intéressant à chercher à travailler. Donc, si on pousse à l'échec musculaire et ça a un effet négatif sur notre volume, bien à ce moment-là, ça se peut qu'on ait une moins grande progression, que ce soit moins intéressant.
À l'inverse, s'entraîner à l'échec musculaire, ça peut être quelque chose d'intéressant, entre autres pour développer la tolérance à l'effort, la capacité à soutenir un effort, et aussi s'assurer qu'on travaille avec les bonnes charges. Donc ça peut être un élément intéressant. Donc moi, je pense que vraiment la solution, c'est de ne pas tomber dans un camp ou dans l'autre, mais c'est vraiment de chercher à bien utiliser au bon moment, pousser à l'échec musculaire versus pas pousser à l'échec musculaire, d'enchaîner les deux, tout en sachant que pousser à l'échec musculaire va avoir tendance à générer plus de fatigue. Alors, si on est capable de comptabiliser ça, puis ajuster les entraînements en fonction de cette fatigue cumulée-là, je pense que de combiner l'entraînement à l'échec musculaire versus pas à l'échec musculaire, je pense qu'on pourrait progresser plus que si on faisait tout un ou tout l'autre. Alors, c'est pas mal tout sur ce. Donc, c'est le dernier balado 2021. Les balados sont disponibles sur le site drkin.com/balado. Donc, l'archive est là. La majorité des balados se retrouvent là. C'est disponible également sur Spotify, Apple, la grande majorité des plateformes de balados. Merci de laisser une cote 1, 2, 3, 4 étoiles là, ou des tacos, je ne sais plus trop, là, selon les plateformes, qu'est-ce qu'il y a. Donc, si vous appréciez le contenu, ben, c'est super le fun. Si vous ne l'appréciez pas, ben, vous pouvez toujours m'envoyer des suggestions sur des sujets que vous aimeriez que j'aborde. Mais n'hésitez pas à m'écrire mso@drkin.com ou encore sur le site drkin.com sur la section Messenger. Vous pouvez me laisser un message. Si je ne vous réponds pas, réécrivez-moi. Des fois, ça se peut que je suis occupé et que ça prend un certain temps pour y répondre. Puis en terminant, il va y avoir des cours en ligne qui vont s'ajouter à la prochaine début 2021. Entre autres, un cours sur la physiologie de l'exercice. Donc, pas vraiment un cours d'introduction, parce que j'aime bien pousser les choses un peu plus, mais vraiment comprendre la contraction musculaire, les différents processus de transformation d'énergie, la capacité aérobie, etc. Là, donc, le système endocrinien. Donc, je vais enseigner ce cours-là à l'Université d'Ottawa, physiologie de l'exercice 1, puis j'ai décidé d'avoir une approche particulière. Parce que d'habitude, ces cours-là, à un moment donné, tu te tannes. Fait que je me suis dit, je vais me challenger quelque chose et ça va être ces cours de physiologie de l'exercice-là, si tout se passe bien, ça devrait être basé sur les zombies. Alors, on va étudier la physiologie de l'exercice chez l'humain à partir des zombies, plus particulièrement les zombies de type George Romero, donc Night of the Living Dead, afin de savoir est-ce que c'est possible, ces zombies-là. Et comment ça se fait qu'un zombie, il peut produire de l'énergie? Est-ce qu'il y a un système circulatoire? Qu'est-ce qui arrive s'il n'y a pas de système circulatoire? C'est quoi les meilleures stratégies pour se sauver d'un zombie? Est-ce que c'est de faire des sprints ou est-ce que c'est de courir longtemps? Parce que le zombie il va être bon pour courir longtemps, il va être bon pour faire des sprints. Puis comment un zombie fait pour contracter ses muscles? Est-ce qu'effectivement un zombie peut manger votre cerveau? Donc, est-ce qu'il peut croquer avec suffisamment de force pour percer le crâne et manger votre cerveau ou non? Alors, j'ai vraiment décidé de prendre une approche un peu plus fantastique, donc voir la physiologie de l'exercice à travers le merveilleux monde des zombies. Alors, ce cours-là va être disponible dans son intégralité une fois que j'aurai fini de l'enseigner. Il va être disponible sur drkin.com, donc vous allez pouvoir vous le procurer puis regarder ça. Alors, sur ce, je vous souhaite une excellente journée, un très bon temps des fêtes et une bonne et heureuse nouvelle année.